Bienvenue à tous, merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui. Des dirigeants du monde entier, issus du Sud global, se réunissent à Rio de Janeiro pour le sommet des BRICS. Mais la réunion de cette année représente bien plus qu'une simple série de poignées de main et de discours. Elle marque un réalignement géopolitique et l'Asie du Sud-Est se positionne discrètement mais sûrement. Pourquoi? Parce qu'elle voit deux voies stratégiques et uniques qui garantiront sa paix et sa prospérité à long terme si elle se rapproche du Sud global. Je vais vous révéler dans un instant quelles sont ces deux choses. Les BRICS, à l'origine un groupe de 5 nations, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, ne sont plus le même club qu'autrefois. Depuis 2024, le bloc s'est considérablement élargi. L'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran et les Émirats arabes unis ont rejoint les rangs. Ensemble, ces 10 nations représentent désormais près de 40% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat. C'est plus que les 30% du G7. Vous conviendrez qu'il s'agit d'un changement véritablement stupéfiant qui souligne l'influence croissante du bloc. Pendant la majeure partie de l'histoire des BRICS, l'Asie du Sud-Est était largement absente du tableau. Cela a changé, et rapidement. L'Indonésie, la plus grande économie de la région, a officiellement rejoint le groupe en janvier 2024, et il n'a pas fallu longtemps pour que d'autres suivent le mouvement. La Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam participent désormais en tant que nations partenaires. Ce n'est peut-être pas encore une adhésion complète, mais la direction de ce changement est très claire. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi se tourne-t-il vers le Sud global aujourd'hui? Une réponse est que les BRICS ont mûri. Pendant une grande partie de son existence, on la considérait comme rien de plus qu'un simple forum symbolique, si l'on peut dire. Une réunion annuelle avec des promesses assez vagues et sans réelle structure. L'Occident, bien sûr, aimait faire semblant de ne même pas savoir ce qu'étaient les BRICS, tandis que les nations des BRICS elles-mêmes n'étaient pas très affirmées sur la scène mondiale. Mais cette perception s'estompe, elle évolue. À mesure que le bloc mûrit et grandit, il s'est transformé en une plateforme plus crédible pour la coopération économique et stratégique. 2 initiatives spécifiques ont attiré l'attention des dirigeants d'Asie du Sud-Est, la nouvelle banque de développement, ou Banque des BRICS, et l'accord de réserve de contingence, le CRA. La nouvelle banque de développement, ou Banque des BRICS, est une banque multilatérale de développement conçue pour financer des projets d'infrastructure et d'énergie verte. C'est précisément ce dont ont besoin les économies émergentes du Sud global. Ils veulent de la croissance et cherchent des alternatives aux institutions dirigées par l'Occident qui reposent sur des politiques néocoloniales. Pour des pays comme la Malaisie et la Thaïlande, la Banque des BRICS représente une voie pour diversifier leur portefeuille d'investissement, notamment afin de réduire leur dépendance excessive vis-à-vis de la Chine ou de l'Occident. On voit donc que les nations ne se tournent pas nécessairement en masse vers la Chine ou la Russie pour échapper à l'Occident. Non, ce n'est pas le cas. Elles diversifient et renforcent leur propre souveraineté en tirant parti d'alternatives. Le CRA, ou accord de réserve de contingence, comme je viens de le mentionner, est un fonds d'urgence collectif. C'est aussi très important et c'est une spécificité du bloc des BRICS. Il permet aux banques centrales des membres d'accéder à des capitaux liquides en période de crise, que ce soit en raison de pression sur la balance des paiements, de chute de devises ou d'autres chocs. Dans un monde de plus en plus marqué par l'incertitude et l'instabilité, ce filet de sécurité financier et économique, constitue une assurance convaincante. Et c'est précisément ce qui se passe au sein du bloc des BRICS, dont on entend généralement peu parler. Le bloc des BRICS, c'est bien plus que la dédollarisation et un système financier alternatif. Il s'agit d'un réalignement de la structure mondiale, du cadre mondial.
Mais bien sûr, il ne s'agit pas uniquement d'économie. Rejoindre les BRICS est aussi une couverture stratégique, un moyen pour les nations d'Asie du Sud-Est de naviguer dans la montée des tensions entre les États-Unis et la Chine. Les BRICS offrent un espace pour ce que beaucoup appellent la multipolarité coopérative, travailler avec plusieurs puissances sans être piégé dans un choix binaire de type guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Les États-Unis n'apprécient pas cela, mais le monde a besoin de multipolarité pour stimuler la croissance économique, améliorer le niveau de vie et l'égalité et rendre le monde plus stable et pacifique. Lorsque les nations coopèrent sur le plan économique, elles sont moins susceptibles d'entrer en guerre les unes contre les autres. En termes simples, elles privilégieraient la diplomatie aux solutions militaires. Du point de vue de l'Asie du Sud-Est, les BRICS s'inscrivent dans un mouvement plus large de coopération sud-sud, visant à bâtir des alliances entre des pays en développement qui ont historiquement été exclus des prises de décision mondiales. Il s'agit d'avoir plus de voix autour de la table, plus de partenaires et plus de poids. Il s'agit aussi de ne pas être acculé ou enfermé. Des pays comme le Vietnam et les Philippines ne veulent pas être contraints de choisir entre Washington et Pékin. À mesure que la compétition géopolitique s'intensifie, notamment autour de sujets sensibles comme Taïwan, les nations s'efforcent de garder toutes leurs options ouvertes. Pourtant, ce changement ne va pas sans complications ni défis. Si certains pays d'Asie du Sud-Est se rapprochent des BRICS, d'autres restent très sceptiques. Au cœur de cette hésitation se trouve la relation entre les États-Unis et la Chine. En tant que membre fondateur des BRICS, Pékin joue un rôle de premier plan au sein du bloc, ce qui peut inquiéter certains pays alliés des États-Unis, comme les Philippines. Prenons la mer de Chine méridionale, par exemple. Les Philippines et le Vietnam y ont tous deux des différends territoriaux actifs avec la Chine. L'idée d'offrir à Pékin une nouvelle plateforme pour façonner la diplomatie régionale à travers les BRICS suscite des inquiétudes, car les gouvernements de ces nations sont alignés avec les États-Unis. Il y a ensuite la question de la centralité de l'ASEAN. Depuis des décennies, l'ASEAN s'enorgueillit d'être la force motrice de la diplomatie régionale en Asie du Sud-Est. En s'engageant individuellement avec les BRICS, des pays membres comme la Malaisie risquent de compromettre cette unité. Tous les États de l'ASEAN ne souhaitent pas se rapprocher des BRICS et tous ne s'accordent pas sur ce que cela signifie réellement. La Malaisie, par exemple, qui assure cette année la présidence de l'ASEAN, avance déjà sur une ligne de crête. Elle a invité le président russe Vladimir Poutine et d'autres dirigeants des BRICS au sommet de l'ASEAN prévu en octobre 2025 à Kuala Lumpur. Ainsi, cette décision pourrait provoquer des tensions au sein du bloc, en particulier parmi les membres qui considèrent la présence de la Russie comme problématique ou politiquement risquée, comme les Philippines par exemple. Encore une fois, ces nations qui sont davantage alignées avec l'Occident. Et il y a un enjeu encore plus important et, soyons honnêtes, assez agressif dont nous devons parler. Bien sûr, je fais ici référence aux États-Unis. Le président Trump a été très critique à l'égard des BRICS. Il a déjà menacé, comme beaucoup d'entre vous s'en souviennent peut-être, d'imposer des droits de douane de 100% sur les pays des BRICS s'ils introduisaient une monnaie commune ou tentaient de remettre en cause la domination mondiale du dollar américain. Au cours de son administration, il a imposé, il y a seulement quelques mois, des droits de douane allant jusqu'à 49% sur certains membres de l'ASEAN. Un engagement plus poussé de l'ASEAN avec les BRICS pourrait déclencher une nouvelle vague de politique protectionniste de la part de Washington envers les nations qui choisissent de s'aligner avec les BRICS, surtout, bien sûr, sous une seconde présidence Trump, lorsque des droits de douane sont imposés à tout va. Pour l'ASEAN, qui a travaillé très dur pour maintenir une position neutre entre les grandes puissances mondiales rivales,
des liens plus étroits avec les BRICS pourraient briser cet équilibre délicat. À l'heure actuelle, soyons honnêtes, une adhésion complète de l'ASEAN aux BRICS est peu probable. Le bloc est trop diversifié, trop prudent et trop attaché à sa neutralité pour franchir ce pas. Mais si l'on considère les membres individuellement, c'est une autre histoire. Les pays continueront de rejoindre ou de s'associer aux BRICS, pas nécessairement pour s'opposer à l'Occident, mais pour élargir l'option, renforcer leur défense économique et naviguer dans un monde de plus en plus imprévisible et instable. Au final, la montée des BRICS en Asie du Sud-Est ne consiste pas à choisir un camp, mais à choisir la souveraineté. Il s'agit pour les nations de reprendre une certaine maîtrise dans un système mondial qui les oblige souvent à choisir entre deux géants. Alors que le sommet des BRICS s'ouvre à Rio, une chose est très claire. Le Sud global n'est plus disposé à rester sur la touche et l'Asie du Sud-Est entre en jeu. Montrez votre soutien, aimez, abonnez-vous et partagez si vous avez apprécié cette brève mise à jour. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon. J'aimerais beaucoup vous y retrouver pour plus de contenu. Bien sûr, vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. J'espère vraiment vous y voir. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.